Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire Sonoscanner avec pour la première fois un thème vraiment spécifique ciblé cardiologie avec j'ai ce soir le grand honneur d'animer ce webinaire avec le professeur Dan Rosenbaum que vous connaissez sûrement puisqu'il anime assez fréquemment avec vous des ateliers ici au siège chez Sonoscanner. Donc le professeur Rosenbaum va partager sa passion de l'échographie et de l'échographie cardiaque en particulier, en essayant de la rendre accessible à tous et de montrer l'intérêt pour chacun de se mettre à l'échographie cardiaque en cabinet pour dépister des pathologies qui peuvent être graves. Alors pourquoi nous avons fait ces webinaires ciblés un petit peu sur l'échographie en médecine générale? C'est pour démontrer l'intérêt qu'il y a pour vous en cabinet de pratiquer de l'échographie au lit du malade pour aller plus loin dans votre interrogation clinique. Les trois objectifs que nous avons, c'est tout d'abord de vous apporter des informations sur des nouvelles spécialités, des nouvelles indications qui peuvent vous intéresser. Et on remarque que lorsqu'on fait de l'échographie, on va commencer par un petit sujet bien spécifique, je sais pas moi, le rein, le foie, l'abdomen, et petit à petit, on va progresser, on va ajouter des compétences à son action échographique. Et donc ces webinaires participent de cette ambition d'élargir un peu le spectre de ce que vous allez pouvoir faire avec votre échographe. C'est aussi de pouvoir vous montrer la pratique, puisque nous avons mis en place un plateau technique qui vous permet de suivre en temps réel la manipulation de notre expert sur un modèle. Voilà, les coupes apicales, comment trouver les cas de cavité, etc. Tout ça n'aura plus de secret à la suite de ce webinaire, j'en suis sûr. Et enfin, c'est répondre à vos questions, car vous voyez sur la droite, vous êtes maintenant habitué à ces webinaires, vous avez un chat qui vous permet de poser toutes les questions que vous vous posez pendant la durée de ce webinaire, et nos ingénieurs spécialistes qui sont là en régie vont transmettre ces questions au docteur Rosenbaum qui se chargera d'apporter les réponses. Alors Sonoscanner, comme vous savez, c'est le leader français en échographie clinique, avec des échographes HD. Nous avons développé toute une gamme d'appareils pour répondre aux différents besoins que vous pouvez rencontrer. Alors, il y a tout d'abord l'échographe premium, l'Orcheo XQ, qui est un gros échographe avec 4 sondes, un grand écran tactile, des rapports intégrés pour un usage intensif en cabinet. Nous avons aussi l'échographe portable, l'Orcheo Lite, sur lequel vous manipulez souvent en atelier, donc qui a une imagerie vraiment HD, haut de gamme, tous les modes Doppler et des rapports intégrés dans son système et qui sont complètement personnalisables. Donc c'est vraiment un appareil plébiscité pour des usages réguliers en cabinet, autour de entre 5 et 10 échos par jour. Et enfin, il y a notre best-seller, l'échographe ultra portable, le U-Lite, qui est maintenant complété du T-Lite, avec un format un petit peu plus grand, mais sur la même philosophie, c'est-à-dire une image sans compromis, tous les modes Doppler, des sondes HD, et qui vous permet, avec votre échographe, d'aller où que le patient se trouve. Ce qui fait le succès de nos appareils, c'est 5 points principaux. C'est tout d'abord une simplicité d'utilisation. Nos appareils sont conçus pour être vraiment très faciles à prendre en main, pour faire gagner du temps dans votre pratique, parce qu'ils intègrent des réglages optimisés par les plus grands spécialistes. C'est aussi une qualité d'image HD. Sonoscanner a été fondé par des médecins qui savent que pour aller en confiance dans son diagnostic, il faut une belle image bien définie pour bien lire les organes et les tissus. Donc tous nos appareils, quelle que soit la typologie, intègrent une image HD. Enfin, c'est des échographes très complets qui vont de l'acquisition, en quelques secondes après le démarrage, vous êtes prêt à scanner votre patient, jusqu'au rapport intégré, puisque, constructeurs français, nous avons conçu nos machines avec vos contraintes, c'est-à-dire qu'ils intègrent des rapports intégrés qui sont imprimables dès la fin de l'examen et vous permettent de coter en confiance le patient si cotation il doit y avoir. Nous avons développé pour vous un financement souple et adaptatif en partenariat avec la BNP qui vous permet d'équilibrer votre investissement, et on se rend compte que
à travers les échanges que nous avons au club utilisateur, environ 72% d'entre vous cotent 1 à 2 actes d'échographie par semaine pour équilibrer l'investissement de leur appareil. Et enfin, ce qui fait notre spécificité en tant que constructeur, c'est un accompagnement technique et médical dédié avec des ingénieurs spécialistes, des médecins référents qui font partie de l'écosystème Sonoscanner, de la communauté Sonoscanner et qui apportent des solutions aux questions que vous pouvez avoir au quotidien. Alors avant de laisser la parole au docteur Rosenbaum, n'hésitez pas à nous contacter, nos équipes sont à votre service, on fera un point en fin de webinaire, mais voilà, nous sommes là pour vous faire profiter d'une démonstration au sein de votre cabinet, dans votre clinique, dans votre hôpital, puisque nous sommes référencés dans toutes les centrales d'achat nationales, vous présenter les caractéristiques techniques de nos appareils, ce qui en fait leur unicité, étudier le projet que vous avez, le financement, surtout en cette fin d'année, où on sait qu'il y a un peu une course à l'équipement, on est là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci, et planifier des formations, qu'elles soient à la fois sur les machines et sur des points précis, plus techniques, plus médicaux. Voilà, on fera le maximum pour essayer de vous accompagner dans cette démarche. Et pour ce faire, votre contact ici en France principal, c'est Madame Berdichevski, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des médecins et qui, avec toute son équipe technique, se fait un plaisir de répondre à toutes vos questions par mail ou par téléphone. Voilà. Je laisse la parole au docteur Rosenbaum. Profitez bien, j'ai vu le contenu, ça va être vraiment super. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Bon, vous m'excuserez si je ne suis pas un grand habitué des webinaires, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, je vais tâcher de vous rendre la soirée intéressante. Alors, le but de notre affaire, c'est... je ne vais pas vous apprendre l'échographie cardiaque en 45 minutes. Ça serait prétentieux et ça serait non fonctionnel. Le but que j'ai ce soir, c'est de vous montrer l'intérêt qu'il y a à investir dans l'échographie cardiaque. Moi, je commence à me faire vieux, mais pour tous ceux qui sont moins vieux, voire nettement plus jeunes, on ne peut pas envisager la pratique médicale moderne sans la maîtrise de l'échographie, et l'échographie cardiaque est un élément fondamental de l'examen clinique. En tout cas, ça va le devenir. Donc, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, le stéthoscope n'est pas à mettre au musée, parce qu'il peut servir encore à écouter les poumons et à écouter un ventre, mais maintenant on n'écoute plus un cœur, on le regarde. Alors je ne sais pas si si je suis figé sur l'image, mais bon, si on a le... Donc, d'où la première diapositive, c'est bien vous montrer que maintenant, l'apport de l'échographie sur l'examen d'un cœur est incommensurable par rapport à ce que nous apportait notre bon vieux stéthoscope. En fait, c'est un peu la différence entre une diligence et une navette spatiale. On est à l'ère de la navette spatiale et on n'est plus à l'ère de la diligence. J'aimerais bien passer à la deuxième diapo. Alors l'objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de démystifier l'échographie. On sait que l'échographie a une vision de quelque chose de très très compliqué, réservé aux cardiologues, pour lequel on n'y comprend pas grand-chose. Je vais essayer de changer un peu cette image-là. Alors il est vrai que par rapport aux autres examens échographiques qui vous font analyser une image, donc un aspect figé, là vous n'allez pas analyser une image, vous allez analyser une fonction, qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué, effectivement. Donc c'est l'image qui en génère une fonction, qui est la fonction hémodynamique,
qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'examen de votre malade, et vous verrez qu'une fois que vous y aurez pris goût, vous vous demanderez comment vous faisiez pour ne pas l'avoir jusque-là. Donc, vous verrez que pour les non-cardiologues, c'est un apport essentiel et qui va être, au fil du temps, de plus en plus précis, fondamental et indispensable. Alors, je ne vous dis pas qu'en 45 minutes, je vais vous apprendre l'échographie, ça serait mentir et ça serait me donner bien du pouvoir. Par contre, je vais vous donner la première démarche et comment on fait pour apprendre l'échographie cardiaque. Pour prendre une métaphore musicale, quand vous commencez à apprendre le violon, il ne faut pas espérer au bout de 3 leçons de faire du Paganini, mais vous ferez déjà plaisir en jouant à que vous dirais-je moment ou au quart de la lune. Et la progression se fera en fonction de la façon dont vous percevrez la qualité et la possibilité de faire de l'échographie cardiaque. Alors, j'aimerais bien que ça change de diapo sur le côté. J'ai mis. Problème technique, ça m'aurait étonné. Comment changer de diapo accessoiriste? La diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, c'est un atout fondamental pour le praticien qui va vous permettre d'évaluer en quelques minutes comment fonctionne le cœur de votre patient et d'orienter, ce qui est un élément extrêmement fréquent dans la consultation de médecine générale ou de médecine d'urgence, c'est quelle est la cause de la dyspnée. J'ai trop vu dans ma carrière de réanimateur d'urgentiste, on sort l'arsenal, donc on met l'Azilix, salbutamol et antibiotiques parce qu'on ne sait jamais, mais on n'a pas fait le diagnostic et donc mauvais diagnostic ou diagnostic aléatoire égale traitement aléatoire. Donc sortir du salbutalix ou du l'azitamol, ça sera déjà un apport considérable pour vos patients. Alors, si je voulais que ça sorte. L'échographie, pour ma part, c'est l'examen qui a une efficience, la meilleure efficience diagnostique pour une innocuité totale avec une rentabilité clinique considérable. C'est-à-dire que vous aurez au lit du patient ou au cabinet un diagnostic de dyspnée ou de problème d'essoufflement quelconque ou de plainte sur peut être large, vous aurez un diagnostic qui vous évitera d'avoir à recourir à quelque chose de complémentaire, alors la BNP, le cardiologue, les urgences, tout ce qui est long et difficile à avoir, et donc vous aurez la rentabilité clinique immédiate et le résultat thérapeutique quasi instantané. Donc une fois qu'on y a goûté, on s'en passe plus. Comment on change? C'est vers le bas ou vers le haut? Donc c'est dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, si j'arrive à vous faire accepter quelque chose, c'est je vais essayer de vous apprendre à apprendre. C'est-à-dire que c'est la base pédagogique de comment vous allez pouvoir appréhender l'échographie cardiaque et quelle va être la démarche pédagogique que vous aurez à faire. Donc, il y a plusieurs étapes dans cette démarche pédagogique. Il y a grosso modo 5 étapes. Il faut d'abord regarder faire quelqu'un qui sait faire, c'est-à-dire voir un peu comment on fait l'image, faire soi-même, le refaire encore, et faire contrôler autant que faire se peut ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on n'interprète pas des mauvaises images. C'est-à-dire qu'on doit interpréter des images de bonne qualité.
progression, elle n'est pas compliquée. La première chose que vous avez à faire, c'est voir enregistrer ce qu'est un cœur normal. La deuxième étape, le cœur normal. La troisième étape, le cœur normal. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous êtes sûr d'avoir engrangé dans votre mémorisation le réflexe. Bon, c'est quoi un cœur normal échographique? Vous devez d'emblée percevoir que vous avez droit vous êtes face à un cœur normal, et c'est que quand vous aurez dans votre thésaurus mémoriel le cœur normal que vous pourrez ensuite commencer à appréhender le cœur pathologique. Donc chaque fois que vous avez un patient, n'hésitez pas, ils ont tous un cœur, alors regardez-leur le cœur, vous n'êtes pas obligé de leur dire, leur faire un diagnostic précis, ils vous demanderont si ça va le cœur, vous pouvez toujours leur dire oui ou éluder, mais passez votre temps à regarder un cœur normal ou un cœur pathologique, mais vous allez comparer avec les cœurs normaux et vous allez systématiquement essayer d'engranger cette image de cœur normal. Après, quand vous aurez en tête, bien en tête, qu'est-ce que c'est qu'un cœur normal, on pourra rentrer dans la fonction. C'est-à-dire la fonction, c'est évaluer les volumes, la contractilité du cœur, les pressions intraventriculaires qui vont vous dire de façon très simple et très rapide si votre patient est en surcharge ventriculaire gauche ou non. Donc, est-ce que la dyspnée est un œdème pulmonaire ou ça n'a rien à voir? Et puis, vous allez secondairement interpréter le fonctionnement des valves. Et pour ça, vous avez dans votre machine toutes les fonctions techniques qui sont l'image 2D, le Doppler pulsé et le Doppler couleur. Je ne vous noie pas tout de suite avec ça parce que justement, je veux que vous ayez une vision de la progression très lente, très tranquille, mais qu'à chaque étape, vous vous rendiez compte de votre progression. Le cœur pathologique, on le verra après. Donc quand vous aurez mesuré ce que c'est, quand vous aurez enregistré ce que c'est qu'un cœur normal, quand vous aurez pris la mesure technique de l'ensemble des fonctions de votre machine qui vous permet d'appréhender l'effet pompe et l'effet contraction de votre cœur, c'est-à-dire d'appréhender la fonction cardiaque, troisième étape, vous aurez la vision de qu'est-ce que c'est qu'un cœur pathologique, d'abord sur des grandes pathologies bien évidentes, et progressivement sur des pathologies plus complexes, et vous verrez que ça vient assez vite, et plus on a pris goût à aller chercher les choses, plus on se rend compte que c'est pas si difficile. Ça vous permet de savoir à quel moment vous devez envoyer un cardiologue, à quel moment vous devez traiter vous-même une décompensation cardiaque sur une surcharge ventriculaire gauche. Vous traitez ça dans votre consultation et vous l'évaluez par une revisite le lendemain, un coup de sonde, et vous avez le résultat de l'efficacité de votre thérapeutique. Donc aujourd'hui, on fait simple. On fait simple, c'est-à-dire encore et toujours le cœur normal, le cœur normal, le cœur normal. Donc on va regarder comment c'est un cœur normal, sachant que, encore une fois, contrairement à l'échographie abdominale par exemple, vous n'avez pas une image figée, vous avez une image qui bouge et vous devez apprécier une fonction. Pour ça, on va tourner autour du cœur, on va le regarder un peu sous tous les angles et on va avoir plusieurs fenêtres qui permettent d'aller regarder différents côtés, différentes approches de votre cœur, parce que le cœur, il a deux ventricules, il a deux oreillettes et puis il a différentes parois. Et donc, comme pour un électrocardiogramme, on va tourner autour pour avoir une vision un peu complète du cœur. Mais encore une fois, aujourd'hui, on va faire très simple. On va voir les grandes visions, l'image simple du cœur, de façon à, comme je le dis, je le redis et j'insiste,
enregistrer l'image d'un cœur normal. Et quand je dis l'image, je me trompe, je devrais dire le film d'un cœur normal, parce que n'oublions pas que vous avez une image qui bouge, vous avez un cœur qui se contracte, donc c'est l'aspect du cœur et l'aspect de sa contraction que vous devez mémoriser et être capable de comparer à tout ce que vous aurez à voir secondairement sur des cœurs pathologiques. Attention, je le redis, attention, il faut être capable de critiquer ces images, ces films, et de vous dire oui, mon image est interprétable, donc je peux en tirer un diagnostic ou évaluer une fonction. On n'interprète pas des images qui sont fausses. Il y a donc 4 grandes fenêtres pour regarder un cœur. On va les voir les unes après les autres. Ce qu'on appelle la parasternale grand axe, la parasternale petit axe, l'apicale et la sous-costale. Voilà les... Je peux bouger ou pas, moi? Donc, non, si je mets mon doigt, on ne voit pas. Donc, il y a la parasternale. Donc, comme elle l'indique, c'est du côté du sternum, côté gauche, au niveau du 4e espace intercostal. Et vous allez le voir, le cœur couché sur son ventricule gauche. La fenêtre apicale, vous allez voir le cœur à la pointe, et la sous-costale, vous allez voir sous le sternum. Alors, petite précaution sémantique, n'essayez pas de vous représenter le cœur dans l'espace par rapport à sa position dans le thorax. Faites pas les pieds au mur ou des contorsions pour savoir où est le ventricule gauche, le ventricule droit, etc. Retenez les images, encore une fois, c'est-à-dire, on va voir que dans la parasternale, grand axe, en haut à gauche, vous avez le cœur, il faut retenir cette image-là, c'est-à-dire on a le cœur avec le ventricule gauche en bas et le ventricule droit en haut. C'est cette image-là que vous devez intégrer dans votre mémoire. Dans la parasternale, petit axe, je la passe relativement rapidement parce que c'est un peu plus difficile à réaliser. Mais la parasternale, la 4 cavités ou 5 cavités, celle qui est au milieu à droite, vous retenez votre cœur qui se tient debout sur ses oreillettes avec le ventricule gauche à droite et le ventricule droit à gauche. Donc vous retenez ces deux images principales qui sont la parasternale grand axe en haut à gauche et l'apicale au milieu à droite. Enregistrer ces images, c'est la base de votre formation échographique. Vous avez en bas à droite, c'est une sous-costale, c'est quand vous n'arrivez pas à voir par les autres fenêtres, quand vous avez quelqu'un de très gros avec des obstacles aériens qui vous empêchent de voir votre cœur. Et en bas à gauche, vous avez quelque chose d'extrêmement important qu'on va revoir après, c'est la veine cave inférieure. Par un examen extrêmement simple et extrêmement rapide à faire, vous aurez une approche très rapide de la volémie de votre patient. Autrement dit, une grosse veine cave inférieure vous orientera vers une surcharge vasculaire et donc potentiellement une dyspnée d'origine cardiaque. Une veine cave inférieure toute plate vous éliminera quasi instantanément une dyspnée d'origine cardiaque. Alors voilà donc la représentation anatomique de votre parasternal grand axe. Pourquoi est-ce qu'il a bougé là? Voilà. Vous avez donc la tranche de votre cœur avec le ventricule gauche en bas, le ventricule droit en haut. Alors, n'essayez encore une fois pas de reconstituer ça dans le thorax. Retenez cette image-là et son positionnement. C'est la coupe qui vous permet d'apprécier le plus facilement la
contractilité de votre ventricule gauche et donc la qualité de votre fonction ventriculaire gauche. Là, vous avez la parasternale petit axe. Je la passe rapidement parce qu'elle est un peu plus complexe à faire et elle viendra dans un deuxième temps extrêmement utile pour apprécier les troubles segmentaires, c'est-à-dire les atteintes ischémiques du ventricule gauche et la dilatation du ventricule droit. Mais ce n'est pas celle qu'il faut faire en premier. Et là, vous avez la principale, si j'ose dire, c'est la vue apicale, où vous avez votre cœur qui se tient debout sur ses oreillettes, avec le ventricule gauche sur le côté droit et le ventricule droit sur le côté gauche. Ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est une position de référence définie par les cardiologues. Pourquoi ils ont mis la gauche à droite et la droite à gauche, ça c'est leur problème, et c'est pas moi qui vais refaire les définitions cardiologiques. Simplement, vous aurez à positionner votre sonde de telle façon que vous devez avoir le ventricule gauche à droite et le ventricule droit à gauche. Et il est très important de toujours avoir la même image de référence. Vous amusez pas à dire, moi je mets le ventricule gauche comme je veux et le ventricule droit comme je veux, parce qu'encore une fois, c'est à partir de cette image de référence que vous construirez toutes vos analyses pathologiques. Là, c'est une représentation plus schématique. On voit bien que, de la même façon, le cœur se tient debout sur ses oreillettes. Et je laisse pour le moment la parasternale petit axe. Juste pour en dire un mot, la parasternale petit axe, c'est qu'on voit le cœur par la pointe. C'est-à-dire qu'on le regarde, on a le nez sur la pointe du cœur et donc on voit le ventricule gauche et le ventricule droit coupés en tranches. Donc là par exemple on se rend bien compte que le ventricule gauche est épais et rond et que le ventricule droit est fin et s'enroule en croissant autour du ventricule gauche. Alors premier aspect quand même de la perception de ce que c'est qu'un cœur normal, sur une image fixe, vous voyez le ventricule gauche qui est épais parce qu'il est musclé, il pousse dans des vaisseaux à haute pression, et le ventricule droit qui a une paroi fine parce qu'il pousse dans le vaisseau pulmonaire à basse pression. Mais d'emblée, vous allez voir que le ventricule droit est normalement du tiers du ventricule gauche en termes de surface et donc de volume, et qu'au maximum, il est égal au ventricule gauche. Dès qu'il dépasse en surface le ventricule gauche, on est dans une pathologie ventriculaire droite, que ce soit le cœur pulmonaire aigu ou chronique ou l'embolie pulmonaire par exemple. Là, vous avez une autre vision pour bien voir la parasternale à grand axe. Alors, encore une fois, le ventricule gauche en bas, le cœur est couché sur son ventricule gauche, le ventricule droit en haut. Là, vous remarquez que le ventricule droit est un tiers du ventricule gauche, même un petit peu moins. Donc, ventricule droit aussi un signe de la volémie. Plus la volémie est faible, plus le ventricule droit est plat et inversement. Donc, vous avez sur cette vision également la valve mitrale, pour lequel il sera très facile d'interpréter les fuites mitrales, les altérations autres de la valve mitrale. Et vous avez au milieu de la diapositive, vous avez la valve aortique. Là, pareil, vous aurez l'interprétation d'une pathologie valvulaire aortique. Vous verrez qu'au bout de quelques mois d'exercice de l'échographie cardiaque, vous n'aurez plus besoin d'envoyer au cardiologue parce que vous avez entendu un souffle, vous enverrez au cardiologue parce que vous avez ou repéré une insuffisance mitrale importante ou un rétrécissement aortique calcifié, et vous lui demanderez d'évaluer cette atteinte valvulaire. De la même façon,
dans quelques mois supplémentaires, vous demanderez au cardiologue d'évaluer l'indication chirurgicale et ça sera fini. J'ai un souffle, je voudrais l'envoyer au cardiologue, mais j'ai pas de rendez-vous avant 6 mois. Donc qu'est-ce que je fais d'ici là? J'enverrai aux urgences s'il est dyspnéique. Non, c'est fini ça. Il faut vraiment que vous vous disiez que vous allez pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus complète, efficiente et rentable sur le plan médical, clinique et humain. Et en termes de gain de temps et d'efficacité, l'échographie cardiaque vous apportera énormément et vous verrez que la courbe d'apprentissage est exponentielle. C'est-à-dire que vous commencerez sans doute doucement et plus vous acquérez vite. La parasternale, petit axe que je vous laisse juste regarder, mais parce qu'on y viendra secondairement, mais pour le moment elle n'est pas prioritaire. Donc là on voit bien le ventricule gauche vu du bout du nez avec les deux piliers qu'on prend en tranche et le ventricule droit qui s'enroule. J'ai l'habitude de parler moi du chapeau de clown pour montrer le ventricule droit. J'insiste sur cette image là. Donc pareil, l'image, la vue apicale, 4 cavités, en jouant un peu sur sa sonde, on voit 5 cavités, c'est-à-dire qu'au milieu, en bas du septum, vous verrez apparaître l'aorte, et donc vous avez vos 4 cavités qui sont ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. Cette image-là, ainsi que sa vision contractile, vous aurez à l'enregistrer encore une fois, j'ai l'air d'insister, mais c'est parce que c'est important, et ça va être votre référentiel absolu, en même temps que la parasternale grand axe, pour comparer avec les examens que vous ferez sur vos patients. La vision sous-costale, moins intéressante parce que un petit peu limitant les capacités d'analyse, mais intéressante quand vous avez du mal à avoir une transthoracique en apicale ou en parasternale. Donc, vous avez vos 4 cavités ou 5 cavités qui vont vous permettre d'interpréter l'aspect du ventricule gauche, l'aspect du ventricule droit et la contractilité du ventricule gauche. Ça, c'est le cœur normal. Vous devez décliner à chaque fois que vous interprétez votre image normale, voir l'aspect du VG, l'aspect du VD et la contractilité du ventricule gauche. Vous pouvez voir aussi la contractilité du ventricule droit, mais c'est un petit peu secondairement parce que dans le cadre de pathologies différentes et moins fréquentes. Et comme pour l'interprétation de l'électrocardiogramme, vous devez aller systématiquement en déclinant de façon systématique le processus, interpréter ces différents aspects de votre cœur. Je reviens sur la veine cave inférieure, parce que très rapidement, en 2 séances, vous allez faire vos examens échographiques à votre cabinet, aux urgences ou au lit du patient. Vous allez pouvoir très facilement interpréter la veine cave inférieure, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une veine cave inférieure qui est large et qui ne respire pas, c'est-à-dire qui ne bouge pas avec les mouvements respiratoires, signe une inflation volumique, et inversement, une veine cave inférieure fine et qui respire, c'est-à-dire qui se rétrécit avec l'inspiration et qui se réélargit avec l'expiration, signe une volémie normale ou basse, et la mesure du diamètre de la veine cave inférieure vous donne un renseignement extrêmement précieux sur l'interprétation d'une dyspnée ou de troubles respiratoires chez votre patient. Alors on va voir un premier aspect de la prise en compte de la fonction cardiaque. Là encore, très rapidement, très facilement, et sans être un cardiologue haut de gamme, vous allez pouvoir avoir sur une mesure l'approche de la contractilité cardiaque. Donc un cœur, vous le savez, il y a une diastole, il y a une systole. Donc le cœur éjecte à la systole et se relâche en diastole. La
Quand le cœur se contracte, en fait, le diamètre du ventricule gauche se rétrécit. C'est une pompe, et donc il se contracte pour éjecter. La fraction de raccourcissement, c'est-à-dire la différence entre le diamètre du ventricule gauche en diastole et le diamètre du ventricule gauche en diastole, représente un élément essentiel et fondamental de la fonction ventriculaire gauche. Vous allez d'emblée voir si votre cœur il se contracte suffisamment ou se contracte pas suffisamment. La fraction de raccourcissement, donc la proportion de raccourcissement du ventricule gauche entre la diastole et la systole, est à peu près de 35%, un tiers. Ça veut dire que votre ventricule gauche, et la cavité de votre ventricule gauche est diminuée d'un tiers à la systole par rapport à la diastole. Donc cette mesure qui est faite sur un tir Doppler unidirectionnel et qu'on fait défiler, vous voyez l'image à gauche, vous voyez la différence entre la diastole et la systole. La mesure, et l'appareil vous l'a fait, sous réserve d'avoir une bonne mesure. Encore une fois, il faut critiquer ces images et être sûr de ce qu'on mesure. Le tir doit se faire au-dessus de l'anneau mitral et doit être bien perpendiculaire au ventricule gauche sur la fenêtre parasternale grand axe. Si vous avez un bon tir, une bonne mesure, vous avez d'emblée la vision de la mesure de la qualité de la contraction de votre ventricule gauche, 35%. Entraînez-vous à faire ça et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'aurez même pas plus besoin de faire la mesure parce que la simple perception visuelle vous dira j'ai un cœur qui se contracte normalement, donc normocinétique, j'ai un cœur qui se contracte peu, hypocinétique, et j'ai un cœur qui se contracte trop, entre guillemets, hypercinétique, qui est souvent le signe de l'hypovolémie. Sur le cœur normal, vous aurez aussi, mais toujours dans une progression pédagogique tranquille et en prenant son temps, l'approche de l'imagerie Doppler couleur. C'est très joli et c'est très riche de renseignements, c'est-à-dire ça va vous apporter les fuites valvulaires. Une valve mitrale qui fuit, vous aurez le Doppler vous montre le cheminement des globules rouges dans la progression à travers le cœur. Une valve qui fuit vous montrera des flux couleurs qui ne vont pas dans le bon sens et que vous pourrez interpréter relativement aisément quand vous aurez pris l'habitude et qui vous donnera un peu également une idée de l'importance d'une valvulopathie. Vous aurez également, grâce à la technicité Doppler, là aussi c'est pas compliqué non plus, mais toujours dans une progression pédagogique tranquille, vous pourrez mesurer grâce au Doppler pulsé sur la valve mitrale les pressions qui règnent dans votre ventricule gauche. Quand vous en aurez un petit peu l'habitude, vous verrez que non seulement c'est pas compliqué, mais c'est fondamental. Donc vous aurez par ces mesures-là, vous aurez une approche très comment on pourrait dire, pas poussée, mais très révélatrice des pressions qui règnent dans votre ventricule gauche et également dans votre ventricule droit d'ailleurs. Donc ce qui vous donnera encore une fois une bonne approche de est-ce que votre patient est en surcharge ventriculaire ou est-ce que votre patient est plutôt en normal ou plutôt en défaut volémique. C'est pas compliqué et c'est extrêmement important comme renseignement sur l'origine d'une dyspnée. Et vous aurez donc bien plus que la BNP qui vous n'avez pas tout de suite et qui est plus un signe de suivi de cardiopathie chronique, vous aurez en instantané, non seulement vous aurez une mesure des pressions, mais vous pourrez avoir le lendemain ou quelques heures après
le résultat de votre efficacité thérapeutique, par exemple par ou l'administration de diurétique ou par ralentissement d'un cœur qui bat trop vite, et j'en passe et des meilleurs. La veine cave inférieure, tel que je vous le disais, vous allez voir tout à l'heure que c'est un examen extrêmement facile à réaliser sans avoir besoin d'une vision échographique très compliquée. Et donc la mesure de cette veine cave et de la façon dont elle respire vous donnera cette approche de la volée. Après, dans un temps après la démarche pédagogique, on se lancera, ou vous vous lancerez avec quelqu'un d'autre, ça sera selon votre environnement pédagogique, la vision du cœur anormal avec pression haute, pression basse, la dilatation, l'hypokinésie, les atteintes valvulaires et l'épanchement péricardique, etc., etc. Donc, voilà par exemple, en non cinétique, en image statique, vous voyez, à gauche, je vous ai mis ce que vous devez enregistrer dans votre mémoire, c'est-à-dire les images normales, et vous avez déjà à droite une première approche d'une image pathologique, ça saute un peu aux yeux. Vous avez à droite un ventricule gauche qui est dilaté, sur une cardiopathie dilatée, et la même vision en parasternal d'un ventricule gauche très dilaté. Vous verrez que donc on ne passe pas à côté quand on a vu qu'est-ce que c'était qu'un cœur normal, la comparaison saute aux yeux. Là, pour la beauté de l'image, en parasternal petit axe, vous avez donc votre ventricule gauche en bas à droite complètement écrabouillé par un énorme ventricule droit. Alors j'ai pas le diagnostic, mais c'est soit une dysplasie arythmogène du ventricule droit, soit une embolie pulmonaire massive. Mais vous voyez là aussi que c'est par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça va vous sauter aux yeux. Si c'est une embolie pulmonaire avec la clinique qui va avec, c'est l'indication s'entraîner de la fibrinolyse. Là, pareil sur les oreillettes, je vous ai montré, donc vous voyez en haut à gauche qu'est-ce que c'est que des oreillettes normales, et vous voyez à droite qu'est-ce que sont que des oreillettes dilatées. Là aussi, ça, à droite, c'est très certainement une fibrillation auriculaire qui a traîné, et vous voyez des oreillettes complètement montgolfiérisées, vous ne passerez pas à côté. Voilà, donc voilà l'approche sur la démarche pédagogique. Je vais vous montrer maintenant, la réalisation pratique. Donc, un cœur s'examine sur un patient couché en décubitus latéral gauche, avec le bras gauche, la main gauche derrière la tête. Et vous allez voir que vous avez sur votre sonde un repère, ce petit trait noir, c'est ce repère qui va vous permettre d'être conforme au référentiel de latéralité tel que l'a défini la Société de cardio. Donc c'est pas compliqué. Quand vous êtes en parasternal, le repère est vers le haut, et quand vous êtes en apical, le repère est vers le bas. Donc quand vous êtes vers le haut, vous mettez le repère en haut. Vous voyez, votre patient il est couché, donc le parasternal, la fenêtre sera vers le haut, et en apical c'est vers le bas, donc petit moyen de technique. Quand vous êtes en haut, vous mettez le repère en haut. Quand vous êtes en bas, vous mettez le repère en bas. Donc, voilà notre cobaye. Donc, vous avez ici la parasternale petit axe, grand axe, pardon, où on voit le ventricule gauche, la valve mitrale, l'oreillette gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit, le septum. Donc là, vous avez un jeune homme sportif. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer l'image pathologique. Il a un très beau cœur pour jeter
je regarde ensuite donc, une image à retenir, vous voyez la contractilité, vous voyez son ventricule gauche qui se contracte parfaitement. Je ne prends pas des mesures, mais je peux vous dire que c'est normal. Et du coup, vous aurez à prendre les mesures en tirant en vision mon tir Doppler monodirectionnel. Je tire comme ça et vous voyez la contractilité. Si vous voulez rester au bon endroit, ça sera aussi bien. Voilà. Donc on voit, on apprendra secondairement à repérer les différentes structures du cœur. Donc là, on voit il faut que l'image soit interprétable, le septum et là, la paroi inférieure. Je vais vous montrer maintenant la parasternale, la courbe 5 ou 4 cavités. Voilà le cœur tel que je vous parlais, qui est debout sur ses oreillettes, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, et on voit la valve mitrale qui se contracte et qui se ferme parfaitement bien. Il a un cœur magnifique, très beau, et quand je bouge un peu ma sonde, je vois apparaître l'aorte, ici, avec les sigmoïdes aortiques, ce qui représente la coupe 5 cavités, 1, 2, 3, 4 et 5 alvéoles. Quand je mets de la couleur là-dessus, pendant qu'on y est, donc vous voyez les différents flux . Voilà. Donc, vous avez là les flux des globules rouges à travers le cœur. Donc, ça va de l'oreillette gauche au ventricule gauche, du ventricule gauche à l'aorte, et ça sera la même chose pour le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Vous verrez qu'avec le ventricule droit et la valve tricuspide, on peut très bien mesurer les pressions qui règnent au niveau du cœur droit. Donc cette image-là, vous devez vous la mettre parfaitement en tête, avec, vous voyez, la contractilité qui est parfaite, et celle-là aussi, vous devez vous la mettre parfaitement en tête, et pour la repérer à chaque fois que vous en avez besoin. Pour que l'image soit interprétable, encore une fois, voilà. Donc vous devez avoir tous les éléments, le ventricule gauche, la valve mitrale, l'oreillette gauche et l'aorte, le ventricule droit, le septum. Si vous avez des images comme ça, patatoïdes, ou qui ressemblent à rien, n'essayez pas de les interpréter. Si vous avez un truc comme ça, par exemple, c'est pas interprétable. Donc toujours essayer de retrouver une image interprétable. Ça c'est pour vous montrer la parasternale petit axe. En fait, il suffit de tourner la sonde sur elle-même de 90 degrés. Voilà. D'accord? Mais donc on voit le ventricule gauche, le chapeau de clown, comme je l'appelle pour repérer le ventricule droit, et les deux piliers qui vous montrent que vous êtes au bon endroit pour interpréter cette image-là, parce que la coupe doit passer par les piliers. Donc maintenant, je vais vous montrer la veine cave inférieure. Donc, on place le patient sur le dos, il est complètement allergique à mon gel
se place sous le sternum avec le repère sur la droite. Là, je vois mon ventricule, mon cœur en vision sous-costale. Et si je tourne ma sonde sur elle-même, je vois apparaître la veine cave inférieure, qui est ici, donc on voit bien ici. Donc on peut la mesurer. On file, on mesure la veine cave inférieure. Voilà, qui est chez notre cobaye de 1,2 cm. On considère qu'une veine cave inférieure est pathologique à partir de 2 cm et normale jusqu'à 1,5 cm. Voilà. Alors il y a d'autres fenêtres. Celle-ci, c'est quand même la plus sympathique pour trouver la veine cave inférieure. Donc on va chercher le cœur avec le ventricule droit. On sait que la veine cave inférieure arrive dans l'oreillette droite et en tournant la sonde sur elle-même, on voit apparaître la veine cave inférieure. Il ne faut pas que l'estomac soit trop plein d'air parce que s'il est trop plein d'air, ça nous fait un barrage gazeux. Voilà la veine cave inférieure. Voilà la veine cave inférieure. D'accord? Bon. Donc, voilà pour le... Il nous reste quelques minutes. Je vais vous montrer quelques images pathologiques de façon à ce que vous ayez déjà une petite approche de ce que c'est que la pathologie. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, en attendant que ça soit prêt, je vais vous montrer. Pour des gens qui sont difficiles, là le patient est sur le dos, vous voyez que j'arrive quand même à avoir des images correctes avec le patient sur le dos. C'est pour vous montrer des images pendant que j'y suis en Doppler, qui est la première étape pour avoir des pressions. J'aurai des images Doppler de mon... Et donc, en fonction de ce spectre-là, quand j'irai prendre des mesures de ce spectre-là, j'aurai une très bonne approche des pressions. En attendant également que les images pathologiques soient... montrer l'approche on peut très facilement avoir les mesures. Quand vous saurez comment on mesure un rétrécissement aortique calcifié, vous saurez d'emblée si votre patient en a un ou pas, c'est-à-dire qu'on tape à travers la valve aortique en Doppler continu. Je saurai exactement quel gradient de pression qui se passe entre, chez lui c'est 5 mm, c'est 5 mm, donc c'est moins d'un mètre seconde. On me dit en régie que les images sont ça passe. Donc là vous avez une image de cœur normal qui ressemble étonnamment à ce qu'on vient de voir chez notre cobaye, parce qu'un cœur normal, c'est un cœur normal, et donc c'est cette image-là, encore une fois, que vous allez repérer comme votre référentiel d'un cœur normal. On va la voir en
c'est l'image aussi de celle que je vous ai présentée chez notre cobaye, un peu plus tachycarde parce qu'un peu moins sportif, mais c'est le même aspect morphologique. On va regarder maintenant quelques aspects pathologiques. Vous allez regarder ce que c'est qu'un cœur qui ne marche plus. Donc vous avez là donc vous allez avoir un cœur qui ne marche plus. Donc vous avez là une cardiopathie dilatée monstrueuse. Vous avez un ventricule gauche qui non seulement est complètement distendu, avec une contractilité qui est à genoux. Et donc là, vous êtes au stade d'une myocardiopathie dilatée très évoluée. Alors en fonction, sur un cœur jeune, ça serait un candidat à la greffe. Sur un cœur de 90 ans, c'est traitement médical. Et on peut constater d'ailleurs la faible ouverture de la valve mitrale qui va vous montrer que le débit cardiaque est quand même très très pauvre. Donc là, on est près de cardiopathie terminale. Là, vous voyez une cardiopathie dilatée avec une bande noire qui entoure le cœur, qui est un épanchement péricardique. Donc vous avez une double pathologie, dilatée, épanchement péricardique. Je crois qu'on va arriver à la fin. Donc on va s'arrêter là pour les images pathologiques, mais vous voyez un peu la façon facile qu'on a, quand on a bien en tête ce que c'est qu'un cœur normal, comment on peut repérer assez facilement qu'un cœur n'est pas normal. Voilà pour cette présentation. Maintenant, je vous laisse éventuellement quelques questions. En résumé, je vous dirai simplement, donc, pensez à avoir la démarche pédagogique adéquate, à savoir vous dire que de toute façon, il faut y aller parce que c'est indispensable. Il faut y aller progressivement en commençant par le normal, en essayant d'avoir une critique un peu permanente de vos images, quitte à avoir un correspondant qui corrige dont vous avez du doute, et avoir une appréciation progressive de la pathologie, toujours par rapport à votre référentiel du cœur normal. Merci beaucoup, Dr Rosenbaum. Je pense que je peux parler au nom de tous les spectateurs ce soir pour dire que c'était vraiment un exposé passionnant. Merci beaucoup pour voilà, cette mise en pratique très concrète qui a permis à chacun de réaliser l'intérêt de se mettre un peu à l'échocardio en cabinet. Et voilà, on sera un plaisir de vous retrouver en 2020 lors de nos ateliers ici au siège. Vous qui êtes devant votre écran, merci de noter les prochaines dates des webinaires qui seront en 2020. Là, déjà, la session 2019 est terminée pour les webinaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés au cours de ces formations en ligne. Si vous êtes client de Sonoscanner, nous vous remercions de votre confiance. Nos spécialistes sont à votre disposition pour tous les besoins que vous pouvez avoir. Et le club utilisateur est aussi l'endroit qui synthétise les différentes suggestions que vous pouvez nous faire. Donc n'hésitez pas à communiquer au sein de ce club utilisateur. Si vous n'êtes pas encore titulaire d'une technologie Sonoscanner, si vous n'êtes pas encore équipé d'un échographe, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle ensemble. On sera ravis de vous faire une présentation, d'étudier votre projet et de vous faire profiter des offres de fin d'année qui restent encore pour quelques machines. Donc voilà, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, appelez Madame Berdichevski, appelez votre responsable de zone si vous êtes en contact avec lui. Toute l'équipe est à votre disposition pour vous accompagner au mieux. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Bon courage pour les semaines à venir, c'est bientôt la fin d'année et à très bientôt. Merci.